Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre journal. Merci à vous d'être aussi nombreux à vous être inscrits aujourd'hui pour cette conférence au webinaire organisée avec l'EDEC Business School autour de la thématique « Comment créer une entreprise respectueuse de l'environnement ». J'ai aujourd'hui à mes côtés 3 expertes sur le sujet, notamment Claire Chabrière qui est lauréate du prix Entrepreneur des Trophées des Français de l'étranger 2022 et fondatrice de Shiok Farm. Elle est basée à Singapour. Elle va nous raconter tout son parcours, toute son histoire et en quoi son entreprise effectivement est respectueuse dans l'environnement. Elle est dédiée directement à ça. Donc, c'est vraiment un très beau témoignage. Je vous encourage les internautes à être très attentifs et évidemment à lui poser vos questions. Il y a avec moi également Alessia Di Domenico qui est la directrice de l'EDEC International BBA. Bonjour Alessia, c'est un plaisir de se retrouver. Et Sybille Bellaguel qui est directrice du Startup Program Manager à l'EDEC Entrepreneur. Donc, bienvenue Sybille, c'est un plaisir. Alors, les internautes, déjà, vous êtes très nombreux, donc merci beaucoup. Vous êtes déjà plus d'une quarantaine. On est ravis, il y a plus de 200 inscrits. Je pense que vous êtes très, très nombreux. Le but, c'est vraiment de répondre aussi à vos questions, hein, c'est d'écouter les témoignages de nos intervenantes, mais vous avez un petit onglet questions qui est en bas à droite, donc vous voyez, c'est très facile, avec poser une nouvelle question. Mais il y a déjà Jules qui nous a mis un petit bonjour. Merci Jules, bonjour Youssef. Et moi, je mets un petit bonjour, donc vous voyez, ça marche. Donc c'est très facile. Dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est le soir? Bonjour Maëlle. Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que vous êtes aux Amériques et c'est le matin? Donc faites-nous un petit coucou. Salut Blanche, salut Timéo, c'est top. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants de l'EDEC. Merci l'EDEC pour avoir relayé et c'est un plaisir parce que je pense que le témoignage de Claire va être extrêmement éclairant sur le sujet. Bonjour Laure, bonjour Anaïs, elle est en France. On a quelqu'un qui est à Athènes, à Dakar, Christelle, magnifique, super. C'est Hugo qui est à Dubaï, c'est génial les internautes. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez compris, c'est facile, posez vos questions. Je rappelle également que le webinaire sera disponible en replay. Donc si vous ne pouvez pas assister à tout, on est parti pour 1 heure ensemble, à peu près à 5 minutes près. Donc évidemment, posez vos questions, mais si vous ne pouvez pas assister à tout, eh bien, pas de souci, vous pourrez voir le replay. Et également, évidemment, si vous avez des amis, des connaissances, des collègues, d'autres étudiants, des parents, enfin peu importe, des gens que vous connaissez qui sont intéressés par ce sujet, qui aimeraient, qui ont raté, qui ne sont pas inscrits malheureusement et qui vont rater ce webinaire, mais évidemment, il ne sera pas trop tard et vous pourrez leur faire connaître. Donc déjà, parce que vous allez recevoir un mail 2-3 minutes après le webinaire avec le lien du replay et aussi parce qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura un article compte rendu dans le petitjournal.com avec la vidéo qui sera la vidéo YouTube en fait qui sera disponible sur le site. Je sais également que l'EDEC Business School va la partager, certainement Claire aussi. En tous les cas, voilà, donc vous pourrez évidemment la faire connaître et c'est très important. Donc voilà, donc j'ai planté un peu le décor, j'ai peut-être pas dit bonjour à tout le monde parce que vous êtes super réactifs et c'est top, ça fait très plaisir. Merci à tous. Allez, je vais donner la parole, on va faire un petit tour de table juste pour présenter, hein. J'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs par moi. Moi, je suis Hervé Hérault, le président, le fondateur du site lepetitjournal.com que vous connaissez, mais c'est pas le sujet. Moi, je suis juste là pour modérer aujourd'hui, c'est pas de moi dont on parle. Aujourd'hui, les gens qui sont à l'honneur, c'est avant tout évidemment déjà Claire Chabrière. Claire qui est lauréate, comme je le disais, du prix Entrepreneur des Trophées des Français de l'étranger 2022, qui sera remis à l'automne au Quai d'Orsay. On n'a pas pu malheureusement le faire au printemps pour différentes raisons, mais ça sera à l'automne, ça sera la 10e édition, donc on est très content. Et Claire, elle est basée à Singapour et elle a fondé une entreprise qui s'appelle Shiok Farm et je vais la laisser se présenter en quelques mots. Bonjour Claire. Bonjour Hervé, bonjour Alessia, Sybille, bonjour à tous. Je suis très contente d'être là. J'ai effectivement monté Shiok Farm il y a 6 ans. Ça fait 22 ans que je suis en Asie, même plus, 24 ans que je suis en Asie. J'ai débarqué à 24 ans, je vous laisse faire le calcul, à Pékin avec mon sac à dos. Et puis j'ai passé 10 ans en Chine et ça fait 12 ans que je suis à Singapour maintenant. Et j'ai un mari, Kenji, et 3 enfants qui sont nés à Singapour.
Martin qui a 9 ans et des jumeaux qui ont 6 ans, qui m'occupent bien. En effet. Bon, bah, super parcours familial et asiatique, en effet. Claire, on va revenir évidemment sur tout ce que tu fais avec Shock Farm, évidemment, et sur ta définition, on va dire, de l'entreprise respectueuse de l'environnement. Alessia Di Domenico, qui est la directrice EDEC International BBA. Alessia, je te laisse te présenter en quelques mots et nous rappeler, évidemment, même si l'EDEC est une grande école extrêmement connue, mais qui vous êtes? Merci beaucoup Hervé. Alors bonjour à tous aussi de ma part. Comme Hervé vient de le dire, donc Alessia Di Domenico, directrice du programme EDEC International BBA ici à l'EDEC, que un de nos nombreux programmes dans notre école, donc l'EDEC qui est dans le top 4 des écoles de commerce grandes écoles en France et dans le top 10 des écoles européennes selon un nombre de classements. Nous sommes aussi surtout ici aujourd'hui parce que l'EDEC est depuis un nombre d'années, je pense, Hervé, sponsor de ce prix que cette année vient d'être accordé à Claire pour sa super entreprise. Donc, on sponsorise le prix et à niveau de l'Asie et à niveau global de l'entrepreneuriat. J'ai avec moi donc ma collègue Sybille qui pourra vous parler en détail de tout ce qu'on fait dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat que, comme on dit toujours, est absolument dans l'ADN de notre école depuis sa création, sa fondation, il y a plus de 100 ans maintenant. Oui, parce que si je me souviens bien, Alessia, c'est une école qui a été fondée par des entrepreneurs, c'est ça, hein? Absolument, par des entrepreneurs dans le nord de la France, donc dans la région de Lille, en 1904, si je ne me trompe pas, donc il y a pas mal de temps maintenant. Et donc voilà, toujours avec cet esprit d'entrepreneuriat qui n'a jamais quitté notre école. Super. Sybille, donc toi, tu es au Startup Programme Manager à l'EDEC Entrepreneur. Peut-être, je te laisse te présenter et nous dire un petit peu ce que c'est ce programme, justement. Bonjour à tous, merci Hervé pour l'introduction. Donc en effet, Sybille, moi je suis programme manager de l'incubateur EDEC à Station F. Donc je suis basée à Station F. Il faut savoir que l'EDEC a énormément de chance d'avoir des places là-bas. Il n'y a que 2 écoles de commerce qui y sont, c'est HEC et nous, donc on est ravis d'y être. Et donc concrètement, moi j'accompagne les 50 startups incubées par an dans leur quotidien. Donc ces startups peuvent être incubées soit à Station F, soit également à Lille ou Nice. Et donc je m'occupe de les suivre chaque année et de leur apporter un maximum de valeur pendant toute cette année-là. On a énormément de défis aujourd'hui parce que, comme disait Alessia, l'EDEC met un honneur aujourd'hui à l'entrepreneuriat qui est du coup un vrai champ de bataille pour réussir à faire les meilleures choses possibles pour nos entrepreneurs. Donc voilà, je pourrais vous en dire un peu plus lors du webinaire, mais je suis ravie d'être ici avec vous. Bon, super. Donc, c'est toi, Sybille, qui a la chance d'être au foot court à Station F. C'est bien ça, hein? Exactement, c'est ça. Bon, super. Allez, on va démarrer. Claire, peut-être, moi, déjà une question toute simple. Hein, c'est qu'est-ce que c'est Shock Farm et comment tu as eu cette idée et comment ça t'est venu? Tu as dit que tu l'as lancé il y a 6 ans, mais vas-y, décris-nous, parce qu'évidemment, nos internautes ne savent pas forcément, ils ne sont pas forcément à Singapour où c'est très connu, mais décris-nous un petit peu déjà ce que c'est et puis comment tu as eu cette idée. D'accord. Donc, j'ai monté effectivement Shock Farm il y a 6 ans. Avant ça, j'ai fait 17 ans de digital. J'ai passé 18 ans. J'ai un retour. Je vais mettre. Attendez une seconde. Est-ce que ça marche? Non, j'ai un retour. Bon, Pardon? Je ne sais pas pourquoi tu as un retour, mais tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Vas-y. Bon. Ouais. Donc, il y a 6 ans, après 17 ans dans le digital dans la région, les 17 ans. Désolée, c'est très gênant. Non, mais sinon, tu sais quoi? Attends, on va se prendre une petite seconde. Déconnecte-toi, reconnecte-toi et puis entreprends dans des bonnes conditions parce que ça marchait bien, donc il n'y a pas de raison. Oui, ça marchait tout à l'heure. Oui, ok. Du coup, en attendant, je vais repasser la parole à Alessia. Et en fait, je voulais savoir, Alessia, un petit peu justement quelle était la place, puisque le thème aujourd'hui qu'on a retenu ensemble, hein, évidemment, et c'est légitime, c'est une entreprise respectueuse de l'environnement. Et je voulais savoir de ton côté, comment vous le viviez, vous, en tant qu'école, c'est-à-dire par rapport au programme. Je sais que toi, tu es vraiment au cœur des programmes, mais aussi par rapport finalement aux attentes des étudiants. Est-ce que c'est quelque chose qui a complètement changé sur les 10-15 dernières années?
Oui, absolument. Donc, disons que dans notre école, on a deux axes en termes des programmes et sur les campus, au-delà de ce que Sybille va évoquer en termes de ce qui concerne nos startups. Mais sur nos campus et dans nos programmes, on a deux axes essentiellement. Et c'est qu'est-ce qu'on fait nous dans nos programmes en termes d'enseignement, en termes de répondre à toutes ces préoccupations, puis surtout dans les dernières 5-6 années, nos jeunes ont exprimé en ligne avec tout ce qui se passe dans le reste du monde. Et le deuxième axe, c'est en fait à travers les activités de nos étudiants, parce que la vie associative, les initiatives des étudiants sont très importantes aussi. Donc là aussi, on essaye de accompagner nos étudiants dans leurs associations, dans leurs activités et leurs initiatives. Donc, par exemple, dans les programmes, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que de plus en plus, inévitablement, les cours qu'on enseigne, que ce soit en marketing, que ce soit en comptabilité, mais aussi en responsabilité sociale et environnementale, de plus en plus, on a toutes ces thématiques qui doivent forcément être abordées et sur lesquelles aussi on veut l'input de nos étudiants. Et par exemple, mais j'y retournerai après parce que je vois que Claire est revenue avec nous, mais j'en parlerai après. Un exemple, c'est par exemple ce qu'on a créé dans notre programme, le BBA, c'est ce qu'on appelle les Sustainable Impact Projects, qui sont tout à fait tournés dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. Mais là, peut-être, Hervé, si tu es d'accord, je passe la parole à Claire, comme ça, il pourra continuer à parler de son entreprise. Tout à fait. On va effectivement démarrer par le témoignage de Claire. On l'a récupéré. J'espère que le son, là, ça sera parfait. Et Lorenzo, on a bien reçu ta question qui concerne davantage l'EDEC et on la posera tout à l'heure justement parce qu'elle est complètement en relation avec ce qu'on était en train de dire, mais on ne t'oubliera pas. Claire, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu n'as pas d'écho? Oui. Allez, alors, du coup, je ne repose pas mes questions, mais tu vas y répondre. Allez, c'est parti. Je suis désolée. Alors, j'ai passé 17 ans à faire du digital dans la région. Monté différentes entreprises, j'ai monté des entreprises pour le compte d'autres personnes, pour le mien. Et après, quand on est arrivé il y a 12 ans à Singapour, je travaillais dans le B2B. Alors, j'avais toujours fait du B2C. J'ai eu mon premier enfant et je me souviens, il devait avoir 2 ans ou quelque chose comme ça. La nounou était en train de lui donner une poire à manger et je vais dans la cuisine, je vois la barquette dans laquelle la poire est arrivée parce que le bio à Singapour, ça arrive dans des barquettes avec plein de plastique. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et je vois le prix de la poire, ça coûtait $6 singapouriens, ça fait 4 € la poire. Ah. C'est pas donné quand même. 4 €. Mes parents ont des poiriers dans leur jardin, ça ne coûte pas 4 € une poire. Et quelques mois passent, j'apprends que je suis enceinte de nouveau, donc c'est une bonne nouvelle. Je vais voir un docteur pour faire une échographie. Et pendant l'échographie, le docteur me dit « Ah, mais il n'y a pas un cœur, il y a 2 cœurs. » Moi, je pensais que j'attendais qu'un enfant. Et dans un moment, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Donc, j'ai dit « Mais donc, est-ce qu'on peut opérer quelqu'un qui a 2 cœurs? Est-ce que je connais quelqu'un qui a 2 cœurs? Est-ce qu'on peut l'opérer dans mon ventre ?» Je ne comprenais pas du tout ce qu'il me disait. Non, mais il y a un deuxième bébé. Et dans les 10 minutes, je me suis dit oh, $18 de poire. Ça va me coûter $18 pour leur donner chacun une poire au dessert. Comment on va faire? Donc, j'étais évidemment très heureuse, puis des moments de panique de logistique. Et ces $18 de poire, je me suis dit que si. Alors, moi, je travaillais donc pour une grosse boîte américaine à l'époque. Mon mari aussi travaillait pour une boîte américaine. Donc, on était avec des bons packages, ça se passait bien. Et je me disais, si pour nous, c'est compliqué, parce que là, c'est juste les poires, il n'y a pas encore la viande, il n'y a pas les légumes, il n'y a rien. Ça va être très compliqué pour la grande majorité des Singapouriens. Et je me suis un petit peu renseignée pourquoi ça coûte aussi cher, d'où ça vient. Et en fait, c'est la raison principale des prix, c'est le distributeur qui prend un gros cut. Donc, ce n'est pas le fermier qui vend ses poires à $18, hein, c'est le distributeur ou l'importateur. Je parle avec des amis à Singapour, des Singapouriens, qui me disent qu'ils ont un ami fermier. Je parle avec ce fermier et je décide de monter la première AMAP de Singapour. Donc une AMAP, c'est un groupe de familles qui tombe d'accord avec un fermier sur ce que le fermier va faire pousser. Et on s'engage à tout prendre. Alors moi, je pensais que tout pouvait pousser à Singapour. Alors non, les pommes et les poires, justement, ça ne pousse pas à Singapour. On est sur l'équateur, il fait 30 degrés toute l'année, c'est mort, ça passe pas. Mais il y a plein de choses qui peuvent pousser. Et je monte la boîte.
2 semaines, j'incorpore la boîte 2 semaines avant d'accoucher de mes jumeaux. Alors ça, c'était pas un très bon timing, parce que dans la foulée, j'ai disparu. Enfin, j'ai arrêté de dormir, en fait, pendant 6 ans, je crois. Bon, j'ai pas beaucoup dormi les premiers mois. Et il y a une liste d'attente qui se met en place. Alors, j'avais beau avoir fait 17 ans de digital, Shock Farm, je l'ai monté avec un fichier PDF et un fichier Excel. Donc, mon PDF, c'était mon contrat que j'envoyais aux familles. Mon fichier Excel, c'était là que je prenais mes notes. Un gros fichier Excel. Ça a duré pendant 2 ans comme ça. On n'avait rien d'autre, pas de site internet. Et ça marchait que grâce aux bouche à oreille. L'idée, donc, c'était d'avoir des produits bio, traçables. Je ne voulais pas avoir une poire qui coûte une fortune, donc aussi abordable et traçable. Je ne voulais pas avoir, ce que j'avais vu aussi, des haricots qui arrivaient d'Afrique du Sud. J'ai mis de faire venir des haricots d'Afrique du Sud. Si c'est du bio, c'est-à-dire que ça prend l'avion. Ça ne peut pas venir en bateau, c'est pas possible. C'est trop loin. Donc, un haricot qui vient d'Afrique du Sud jusqu'à Singapour, je ne sais pas si vous voyez la géographie de cette partie-là du monde, mais c'est très très loin. Et il y a forcément des pays qui sont plus proches qui peuvent faire pousser des haricots. Forcément. Et puis quand on est dans le bio, on pense un petit peu à la planète à un moment. Donc de faire venir mes haricots par avion d'Afrique du Sud, il y avait un truc, ça ne collait pas du tout. Et donc grâce à Shock Farm, j'ai réussi donc d'une part à voir qu'on pouvait faire venir des haricots de Malaisie. Alors ce n'est pas des petits haricots fins de Paris, mais ils ont le goût de haricots. Et une fois qu'on les épluche, ils sont très bons. Et puis petit à petit, monter des partenariats avec ces fermes, ça permet aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Ce qui était important pour moi aussi, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage partout dans le monde, mais en Asie, on le voit, on en voit pas mal, parce qu'il y a beaucoup de banquets, notamment, avec des buffets. Donc là, il y a énormément de gaspillage. Donc de travailler en direct avec les fermiers, ça permet de réduire le gaspillage alimentaire. Donc j'ai monté, j'ai monté Shock Farm il y a 6 ans maintenant. On a commencé avec 20 familles et 200 kilos, et maintenant, il y a 300 familles et 2 tonnes par semaine. On soulève avec nos petits bras et tous les mardis, ça arrive dans une warehouse. Donc, on a une livraison par semaine parce que dans la warehouse, il fait 6 degrés. Donc, c'est froid, 6 degrés. Donc, je ne veux pas y aller tous les jours. Moi, j'aime bien mes 30 degrés. Je n'aime pas du tout mes 6 degrés. Donc, on y va une fois par semaine. On fait ce qui s'appelle le pick and pack. Donc, on a les shipments qui arrivent dans différentes palettes. On prépare des sacs. Les gens s'abonnent à des sacs. Il y a 9 sacs différents. Au début, on en avait 2. Maintenant, il y en a 9 qui répondent à des besoins différents. Donc, ça peut être des régimes particuliers ou des familles nombreuses ou des jeunes couples sans enfants. On ne mange pas tout à fait la même chose. On prépare nos sacs et ils sont livrés le mardi après-midi pour les livraisons à domicile. Et le mercredi matin, on livre dans ce qu'on appelle des points de collecte. Donc, on a une vingtaine de membres qui sont volontaires, qui sont portés volontaires et qui font ça de manière complètement gracieuse, qui ouvrent leur maison pendant 2 heures tous les mercredis. Les gens qui habitent dans le coin sont sur le même groupe WhatsApp. Et quand le camion est passé livrer les sacs, la membre qui host va envoyer un message à tous les membres en disant voilà, les sacs sont arrivés et ils ont 2 heures pour venir les rechercher. Pas 3 heures, 2 heures. Et au bout de 2 heures, on ferme et on recommence la semaine d'après. Non, c'est super impressionnant. En fait, c'est une sorte de. Vous avez créé un circuit court à Singapour, Claire, hein, bravo. Et est-ce que. Parce que là, du coup, ça fait 6 ans. Vous êtes très connu à Singapour et vous avez donné les chiffres, c'est 300 familles, c'est quand même vraiment impressionnant. Comment vous envisagez la croissance? C'est-à-dire, est-ce que, justement, dans un contexte qui vous est cher, c'est-à-dire de préservation de l'environnement et de lutte contre le gaspillage, comment est-ce qu'on grandit dans ces contraintes-là? Alors, de grandir, finalement, c'est pas très compliqué. Là, on pourrait avoir 500 familles. C'est-à-dire que maintenant, je travaille avec des fermiers qui sont surtout en Malaisie et en Thaïlande. On fait tout venir par camion. D'ailleurs, ça, c'est le Covid qui a permis ça. Avant, ça venait par avion. Mais avec le Covid, il n'y a plus d'avions. Tous les avions Thaï sont restés bloqués au sol. Et comme une grosse partie de nos shipments venaient de Thaïlande, j'ai mon partenaire logistique en Thaïlande qui m'a appelé en me disant « j'ai trouvé un camion ». 4 ans que je demande un camion, ça y est, on a un camion. Donc maintenant, tout vient par camion. Ça permet de beaucoup moins polluer. Il y a beaucoup de fermes en Thaïlande, il y a une grosse culture du bio aussi. Le roi, dans les années 50, avait monté des projets qui s'appelaient les Royal Projects. L'idée, c'était d'avoir au nord de la Thaïlande, de sponsoriser, enfin, de financer les fermiers pour qu'ils arrêtent de faire pousser de l'opium et qu'ils fassent pousser des fruits et légumes bio. Donc, il y a une grande culture du bio et il y a de la main-d'œuvre qualifiée aussi qui sait faire du bio. Donc, ça, c'est pour ça qu'on travaille surtout avec eux. On peut grandir. D'ailleurs, c'est bien. J'aimerais bien qu'on soit plus gros. J'aimerais beaucoup. Je dirais que le frein aujourd'hui, c'est le modèle. C'est-à-dire que Singapour, c'est un pays qui s'est développé très très vite sur les 50 dernières années. C'est une des économies les plus sophistiquées au monde, je pense, aujourd'hui. Mais il y a 50 ans, il n'était pas du tout. Donc, ils sont développés très vite.
et avec ça, avec des modes de consommation qui ont évolué très très vite. Donc ils sont passés de j'achète tout au marché et ce qu'il y a de dispo au marché, à je vais au supermarché, je veux des fraises qui arrivent de Nouvelle-Zélande, je veux un poulet qui arrive d'Écosse, et voilà. Donc on est passé à un mode de consommation à la demande. Et le mode de consommation à la demande, c'est pas du tout mon modèle. Alors, du coup, par exemple, le modèle que vous avez, Claire, est-ce qu'il serait, est-ce qu'il serait duplicable, je sais pas, dans les pays voisins, en Indonésie, aux Philippines? Oui, ça existe. Ça existe. Je regardais Hong Kong à un moment. Alors là, on va attendre que les choses se tassent un peu à Hong Kong pour regarder Hong Kong. J'ai beaucoup regardé Bangkok aussi. Et bon, le Covid, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce qu'avec le Covid, ça aurait été vraiment compliqué. L'autre chose, c'est que j'ai quitté ma carrière corporate pour pouvoir avoir une entreprise qui me permettait de passer du temps avec mes enfants. Donc, si je me mets des filiales dans 15 pays, je sais que c'est mort. Ça. Je l'ai fait avant, ça ne marche pas. donc j'essaye aussi de ne pas grossir trop vite. C'est un luxe. Hein, et pour ça, mon mari Kenji est exceptionnel parce que c'est le premier sponsor de Shock Farm, Kenji. Hein. C'est grâce à lui que j'ai pu me développer doucement et parce qu'il finance la différence. Et là, ça y est, maintenant je suis de nouveau à peu près ce que j'avais avant, mais bon, sans lui, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, il ne faut pas grossir trop vite. D'accord. Bon, à terme, on peut quand même espérer avoir des Shock Farm dans d'autres pays. Ouais, j'ai une question. Est-ce que parmi les étudiants, les personnes qui sont Startup Programme Manager à l'EDEC Entrepreneur, justement, est-ce que il y a cette très forte sensibilité liée, on a parlé évidemment de l'environnement, d'entreprises respectueuses de l'environnement, de lutte contre le gaspillage, de circuits courts. Est-ce que c'est vraiment une tendance forte dans les projets que tu vois ? De mon côté, en effet, parmi les étudiants entrepreneurs qu'on voit, on a beaucoup plus de projets sur ces sujets-là. On s'en rend compte notamment dans les 2 derniers appels à candidature, il y avait une grosse partie de nos projets qui étaient sur des sujets comme ça. Un exemple, c'est on a une start-up qui a postulé qui justement revalorisait des tissus de grands groupes qui n'étaient pas utilisés pour en refaire du prêt-à-porter, des nouvelles collections. Donc ça, c'est des sujets qu'on voit. On a d'autres filles, par exemple, qui avaient postulé pour notre incubateur et qui, elles, permettent une seconde vie au soutien-gorge qui, en fait, ne peuvent pas être recyclés. Donc, ils proposent la seconde main spécialisée là-dessus. Donc, on a de plus en plus, en effet, de projets qui se montent là-dessus. Et au-delà des projets en tant que tels, la demande aussi des étudiants entrepreneurs et des entrepreneurs incubés d'avoir des ressources sur ces sujets d'ESG et d'impact pour essayer de mieux comprendre comment finalement insuffler des bonnes pratiques au sein de leur entreprise, sachant qu'on a évidemment, comme je disais les exemples juste avant, des startups dont la proposition de valeur même est à impact. Donc là, réellement, il y a un impact direct dans le monde. Mais on a aussi des projets qui ne sont pas spécifiquement à impact de base, mais qui quand même cherchent à avoir des spécificités à impact dans la manière finalement dont ils gouvernent leur entreprise. Donc nous, on n'a pas du tout que des projets impact, mais en tout cas, c'est notre but en tant qu'incubateur pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur ou leur activité, de réussir à leur donner les bonnes clés pour que dès le début, elles puissent gouverner leur entreprise en respectant justement ces fameux critères d'ESG, ce qui est quelque chose qui est très important pour nous, sur lequel l'EDEC se positionne avec EDEC 2025 qui a pour but d'impacter positivement les nouvelles générations et qui se traduit beaucoup par l'entrepreneuriat, parce que finalement, les entrepreneurs, c'est ceux qui créent aussi les boîtes de demain. Donc, on estime qu'on a un gros rôle à jouer là-dessus dans la création de ces nouvelles boîtes. Merci Sybille. Allez, on a des questions des internautes. N'hésitez pas à poser vos questions, les internautes. On va répondre à tout le monde. Moi, j'ai une question de Christelle qui est pour Claire, en fait, qui dit: est-ce que les fermiers sont certifiés bio? Comment assurez-vous le contrôle qualité au niveau des fermes ou du transport? Est-ce que, parce que finalement, bon, vous avez des petits moyens, ça reste une petite entreprise qui est extraordinaire, mais du coup, comment tu fais pour t'assurer finalement d'une traçabilité, d'une qualité Alors, c'est une question qu'on a souvent. Les fermes sont toutes certifiées bio. C'est obligé, sinon on ne travaille pas avec eux. Alors, on a une ferme qui est en transition, mais là, on arrête justement. Enfin, voilà, on trouve que c'est pas, ils ne sont pas... bref. Mais en général, ils sont tous certifiés bio. Il y a plusieurs types de certification bio. Il y a la certification du pays. Donc, en Thaïlande, il y a une certification Thaï. En Malaisie, c'est leur standard. Donc, ils créent des standards. En France, il y en a une. En Australie, il y en a 3 ou 5, je ne sais plus. Au Japon, il y en a une. Les fermes, en général, ont la certification de leur pays. Et si jamais elles exportent, par exemple, en Europe, il faut qu'elles aient la certification européenne.
C'est pas moi qui donne la certification, c'est pas la ferme qui donne la certification, ce sont des organismes indépendants qui donnent ces certifications. Donc, l'objectif d'avoir ces organismes qui viennent donner une certification, c'est de ne pas être chacun obligé après de tester systématiquement tout ce qu'on apporte, parce que ça coûte une fortune de tester ce qu'on apporte. C'est-à-dire que de tester pour les fertilisants, c'est assez facile, on cherche des nitrates, et on voit tout de suite les taux de nitrates dans les légumes. J'ai une machine qui me permet de le faire, on le fait régulièrement, c'est propre. De tester les pesticides, il faut savoir quelles molécules on recherche. Et si on ne sait pas, on peut passer à côté. Donc, c'est très compliqué. Alors après, il y a une façon de vérifier, c'est de regarder quelles sont les molécules qui sont vendues dans ce pays-là. Et après, chercher celles-ci en particulier. Alors, on teste les légumes. Je le fais tester au départ de la Thaïlande. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait une ferme qui ait quelque chose qui soit positif. Alors, pas les fermes. Alors, différents types de partenariats. J'ai 7 fermes avec lesquelles je travaille énormément. Et après, j'en ai quelques-unes à côté qui sont satellites avec lesquelles je travaille de manière plus ponctuelle. Quelle que soit la ferme, s'il y a des taux de pesticides qui sont supérieurs, enfin surtout qui sont chimiques, on les sort. Ils ne restent pas avec nous. Mais plus que ça, ce qui est le plus important, enfin en tout cas de mon expérience, c'est d'aller rencontrer les fermiers. Et c'est ce que j'aime bien avec ça. C'est moi, mes business trips, avant j'allais à Hong Kong, j'allais à Shanghai, à Pékin, etc. Maintenant, je vais dans la campagne en Thaïlande et je vais rencontrer des fermiers. Et les fermiers, alors je ne parle pas thaï. Donc, c'est beaucoup de body language, c'est beaucoup de ressenti. Est-ce que il y a des gens qui sont interprètes, évidemment, hein, mais on voit tout de suite à qui on a affaire. J'en ai rencontré des centaines. On voit tout de suite si on a affaire à quelqu'un qui est sincère quand il explique qu'il fait du bio parce qu'il sait que les nitrates vont dans l'eau qu'il lui donne à boire à sa petite fille et qu'il ne veut pas que sa petite fille tombe malade. Ça, c'est une bonne explication. Par contre, s'il a une voiture qui est flambant neuve et qu'il a une montre toute neuve et qu'il a les cheveux tout gominés, j'ai rien contre ce look-là, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Voilà. Donc, on contrôle, on fait des tests nous-mêmes. Par contre, je ne peux pas tester tous les pesticides sur chaque shipment, ce n'est pas possible. Je le fais de temps en temps, mais ça coûte cher. Ça coûte $800 par produit. Ah oui, d'accord. Je peux pas. Ouais, donc du coup, en fait, ce que je comprends bien, c'est le rapport avec le producteur et l'échange que tu as avec le producteur qui est quand même essentiel. Oui, hyper important. D'accord. Jean-François demande si tu travailles avec des coopératives comme il existe en France ou pas. Je ne sais pas si c'est en Asie ou… Oui, ça existe. Ouais, ça existe. Oui, je travaille avec une coopérative qui me permet de… Je parlais tout à l'heure de mes 7 fermes. Alors, ce n'est pas une coopérative, mais par contre, je travaille à côté avec une coopérative et qui me permet de compléter ce que mes fermes n'ont pas. D'accord. Donc, du coup, ça te permet un sourcing un peu plus que… en fait, c'est un prestataire, un fournisseur différent, plus qu'une philosophie, en fait. Oui, parce que le problème, c'est qu'on est dépendant du soleil. Oui. Ça, mais je ne peux pas faire grand-chose. Donc, si jamais il y a trop de pluie ou il y a trop de soleil, les shipments vont changer. Donc, il faut que j'arrive à compléter. Donc, j'ai besoin d'une certaine flexibilité quand même. Ouais. C'est-à-dire que dans nos sacs, on dit à nos membres qu'on va mettre… On s'engage sur un poids. Donc, par exemple, si tu t'abonnes à un sac de 7 kg, tu reçois tes 7 kg. On s'engage à ce qu'il y ait 60% sur le sac de 7 kg notamment, 60% de légumes, 40% de fruits. Par contre, je réserve la quantité de pommes de terre que je vais mettre. Alors, je ne vais pas mettre 3 kg de pommes de terre, hein, parce que sinon tu m'appelles. Mais là, on joue sur le point en fonction de ce qu'on reçoit. Ouais. Sinon, on n'y arrive pas. Alors, moi, j'ai une question qui rejoint un peu la question de Roman, hein, qui demande qu'est-ce qui est le plus important pour les clients et les investisseurs lorsqu'ils examinent la RSE des entreprises. Et j'allais, moi, te compléter la question par finalement, quelle communication tu as auprès de tes clients, c'est-à-dire ces familles qui finalement achètent tes paniers. Est-ce que c'est justement, est-ce qu'ils achètent ça? Tu as parlé du prix hein, initialement, c'est-à-dire est-ce que finalement ils achètent ça parce que ça leur permet d'acheter des légumes et des fruits moins chers, de meilleure qualité, ou est-ce que vraiment cette dimension de circuit court, cette dimension environnementale, elle est prioritaire et est-ce que tu communiques essentiellement là-dessus? Alors, je communique beaucoup sur la sustainability, donc le circuit court. On a fait une étude là auprès de nos clients il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était 92% qui disaient que c'était la première raison pour laquelle ils étaient chez nous, c'était ça. Ouais. On a 0 plastique dans nos sacs. Je récupère les bouteilles en plastique. Il y a beaucoup de bouteilles en plastique à Singapour parce que l'eau est potable, mais bon, c'est bien d'avoir de l'eau avec des minéraux dedans. On les récupère, on met de l'eau dedans, du robinet pour le coup, et ça devient des ice packs, parce que j'ai besoin d'ice packs pour transporter mes sacs. Ouais.
Donc, on les réutilise. On fait du camion. On a nos points de collecte. Et régulièrement, je redis aux membres qui sont en home delivery, je leur dis non, mais il y a des points de collecte. Est-ce que vous voulez ouvrir un point de collecte? Mais qu'on arrête de faire. Le dernier kilomètre, ça nous coûte 9,6% de notre empreinte carbone. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et avant le Covid, on ne faisait pas ça. Le dernier kilomètre en logistique, c'est une catastrophe environnementale. C'est horrible. Donc, j'essaye vraiment de pousser ça. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de boîtes à Singapour qui expliquent à leurs clients ce serait mieux que vous marchiez 500 mètres à 35 degrés pour aller chercher vos légumes, parce que ça ne passe pas toujours très bien. Hein. Il y a des gens qui disent non, non. Mais les gens aiment bien. Et je pense que les membres de Choc Farm sont dans cette démarche d'essayer de participer à l'effort commun voilà, je vais peut-être pas avoir mes fraises qui arrivent c'est quoi, c'est les gariguettes qui sont tellement bonnes en France. Je ne vais pas avoir des gariguettes, elles viendront d'un peu plus près, mais c'est pas grave, ça ira. Je mangerai mes gariguettes quand je suis en cet exemple, et ça peut être n'importe quoi. Donc on essaye de consommer le plus local possible et de polluer le moins possible. Donc en fait, il y a une vraie question, je pense que dans les défis que tu rencontres, il y a une vraie question d'éducation et de sensibilisation en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas à 800 clients, par exemple, parce qu'il y a 5 millions de personnes à Singapour. C'est petit, mais il y a quand même 5 millions de personnes. Alors, d'une part, ils ne connaissent pas tous. On est connus dans la communauté française, mais peut-être moins dans la communauté internationale. Et après, dans la communauté locale ou internationale, il y a peut-être une histoire de budget aussi, parce que le bio est plus cher que le conventionnel. Mais il y a aussi le fait d'accepter ce que je disais tout à l'heure, d'avoir ce qu'il y a dans le panier et pas forcément de pouvoir choisir exactement ce que je veux au supermarché. Mais ça permet de moins gaspiller. Et ça, les membres de Choc Farm ont très bien compris. Donc, c'est pour ça qu'ils acceptent. Ok. Allez, on arrive à la moitié du webinaire. On va reprendre un peu aussi les questions des internautes et puis je passerai aussi la parole à Alessia. J'ai une petite question supplémentaire qui rejoint celle de Jean-François Claire. C'est par rapport, parce qu'on a parlé évidemment le sujet, c'est l'environnement, hein, mais on parle de RSE bien entendu. Donc, c'est aussi ta politique vis-à-vis de tes employés. Est-ce que tu as une politique particulière? Et aussi, je crois que tu mènes des actions auprès d'œuvres caritatives via Choc Farm. Donc, si tu veux nous parler un petit peu de ces deux points et finalement comment tu redistribues aussi de cette façon-là. Oui. Alors, les employés ont chaque semaine 5 kilos au moins de fruits et légumes bio qui sont donnés. Donc, ils repartent. Ils viennent tous paquer avec moi et pour les remercier, ils repartent avec de quoi manger pour la semaine. C'est proportionnel au nombre de personnes qu'il y a dans leur famille. D'accord. Donc, chez moi, on est 5. Il y a une des jeunes femmes qui travaille avec moi est seule. Je ne vais pas lui donner la même quantité que ce que je prends pour chez moi parce qu'elle ne pourra pas le manger. Donc voilà. Donc, on essaye de faire quelque chose qui est le plus faire possible, mais elle a en tout cas 5 kilos. Donc, on fait ça pour les employés. L'autre chose que je fais pour les employés de Choc Farm, c'est quelque chose dont j'avais besoin moi et donc je ne vais pas imposer aux autres de faire quelque chose que je ne m'impose pas à moi-même. On est flexible sur les horaires. Donc, on a tous une mission, c'est tout ce qu'on a à faire de manière assez claire, je pense. Mais par contre, à 3h30, quand les enfants sortent de l'école et arrivent à la maison, parce que c'est les horaires d'école ici, se terminent à 3h30, on arrête de travailler, on s'occupe des enfants et à plus tard, je reprends. Donc là, voilà, 8h du soir, je peux recommencer à travailler. Mais l'après-midi, quand ils rentrent de l'école, je ne me mets aucun call parce que je sais que c'est impossible. Mais c'est ce que j'ai choisi. Et donc, les autres font la même chose. Et il y a les pédiatres et les machins, les trucs. Et c'est un luxe de pouvoir se permettre de se dire, en fait, on est dans un business où on peut faire ça. Et comme en plus, on travaille avec des mamans, les mamans comprennent. Et puis, les mamans, à 3h30, elles sont comme nous, elles sont toutes occupées en général. Elles s'occupent ou elles sont au bureau et elles ne vont pas nous appeler pour parler de leurs légumes. Ou sinon, elles ne travaillent pas et elles sont occupées avec leurs enfants. Et au niveau des œuvres caritatives, du coup, tu as des partenariats avec les ONG, on donne tout les surplus qu'on a, on donne à une maison d'handicapés qui s'appelle Serangoon Gardens, Cheshire Home. Il y a 78, je crois, résidents là-bas. Et depuis le début, on leur a donné 3 tonnes de fruits et légumes. C'est beaucoup, 3 tonnes. Hein. Enfin, ça fait un paquet de palettes, quoi. Et ce qui se passe, c'est que nous, on leur donne le surplus, mais on propose aussi à nos membres, quand ils partent en vacances,
ou d'appuyer sur pause. Et ils ont le droit de mettre sur pause 4 semaines par an d'affilée, mais pas une semaine par-ci, une semaine par-là, parce qu'on ne s'en sort pas avec les fermiers. Nous, après, c'est trop compliqué de gérer parce que une carotte, ça met un peu de temps à pousser, ça n'est pas une semaine. Donc voilà. Ou sinon, ils peuvent donner leur sac. Et on a beaucoup de membres qui partent en vacances et qui donnent leur sac. Donc, ils continuent à payer leur subscription, mais le contenu du sac va à Cheshire Home. Et donc, ces gens qui ne mangeraient jamais bio autrement, se retrouvent à manger du bio grâce à la générosité des membres de Shiok Farm. Et ça, c'est quand même super. En effet, on fait des recettes aussi. On partage des recettes chaque semaine parce que j'essaye de mélanger, de mettre des légumes locaux. Il y a des drôles de trucs ici. Enfin, des drôles de trucs, pas pour les locaux, mais pour nous, surtout quand ceux qui viennent d'arriver en Asie se disent comment on mange ce truc. Non, c'est pas une salade, il faut le faire cuire. Donc, on explique ce que c'est et on met des recettes pour que les gens mettent à profit les paniers et gaspillent pas. Ouais. On encourage le troc. Donc, sur les points de collecte, il y a ces groupes WhatsApp. Quelqu'un qui n'aime pas les fruits de la passion, par exemple, peut dire voilà, j'échange mes fruits de la passion contre des betteraves et de la salade. Mais c'est bien, ça fait des communautés, c'est plein de micro-communautés et les gens se parlent. On vend de la nourriture, il faut que les gens se parlent. C'est beau la nourriture. Bon, voilà. Super. Merci beaucoup, Claire. On est vraiment impressionnés. On écoute tous avec un grand intérêt. Merci à les internautes. Continuez à poser évidemment vos questions avec le petit onglet questions. Je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay quelques minutes après la fin du webinaire, donc dans une grosse demi-heure. Alessia, moi, je voudrais te demander, donc Alessia Di Domenico, qui est la directrice de l'EDEC International BBA. Alessia, je voudrais te demander, en fait, en quoi le parcours de Claire, ce qu'on vient d'entendre, finalement, fait écho aux valeurs de EDEC Business School et de votre école? Alors justement, je reprends où j'étais arrivée tout à l'heure, c'est-à-dire que par exemple, donc si on prend les projets de première année dont je parlais tout à l'heure, donc tous les étudiants de première année de notre programme, donc ça concerne à peu près 1000 étudiants sur les campus de Nice et de Lille chaque année. Ils doivent tous réaliser un projet en groupe de 5 à 6 étudiants sur l'année, qui est tourné en mode projet, en mode start-up, sauf que c'est fait à des fins associatives. Évidemment, leur objectif n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est plutôt, au final, oui, de collecter, s'ils réussissent, des fonds qui finalement iront au bénéfice d'une association de leur choix, mais surtout de créer un projet et de sensibiliser le public qu'ils choisissent autour de l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies, que vous connaissez. Donc, ils sont 17, ces objectifs. Et donc, justement, un projet comme celui de Claire est tout à fait dans un ou plusieurs des objectifs des Nations Unies. Donc, c'est un projet qui parle, mais clairement, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur le mode durable pour les années à venir. Et on sait que, et par ces projets, donc je parlais d'étudiants de première année, c'est première année post-bac, ça veut dire que ce sont des étudiants de 17, 18, 19 ans qui tout de suite, alors ça leur parle tout de suite quand on leur dit à la rentrée de la première année de créer des projets. Évidemment, au début, c'est plus une question d'organisation entre eux, c'est ça qu'il est. Mais ce qui clique tout de suite avec eux, c'est ils vont tout de suite trouver que c'est parlant de choisir un ou plusieurs de ces objectifs dans le cadre de leur projet. Après, ils se mettront d'accord, une fois qu'ils ont leur groupe, rapidement, ils vont devoir s'accorder quel sera leur objectif pour l'année. Donc, tout à fait, ça parle. Et puis, bien sûr, à nous aussi, parce que on est en train de revoir, alors on avait commencé déjà, mais on est en train de revoir toute une série de mesures sur nos campus pour être plus efficient, plus conscient de l'environnement qui nous entoure, que ce soit en termes de l'utilisation des espaces, que ce soit l'utilisation de l'énergie, que ce soit l'alimentation. Donc, ça, c'est un projet qu'on fait, si vous voulez, on continue. Et donc, on a un plan d'investissement qui tient en compte toutes ces problématiques en termes de notre école et nos installations. Voilà, donc, mais voilà, les objectifs qu'on a vus dans le projet de Claire sont tout à fait
en ligne et en plein dans plusieurs sujets qu'on a vus. Et puis, je profite juste rapidement, il y avait une question justement d'un internaute qui s'appelle Lorenzo qui nous demandait, voilà, si par exemple, il y a un étudiant qui a un projet innovant, admettons dans le médical, comment ça se passe? Justement, ce qu'on essaie de faire dans les programmes, c'est de créer un lien dès qu'ils arrivent, les étudiants, avec donc notre incubateur dans lequel s'y situent Sybille et toutes les équipes pour qu'ils soient conscients déjà que l'incubateur existe, s'ils ont des idées, des initiatives, que ce soit pendant leur vie d'étudiant 3-4 années à l'EDEC ou que ce soit après quand ils sont des alumni, parce que l'incubateur, il est aussi accessible et surtout une fois qu'on est alumni de notre école. Et peut-être que Sybille veut parler un peu de comment, voilà, par exemple, un étudiant qui a un projet plus ou moins développé, ça, vous êtes les experts, comment, quel programme il y a, etc. Peut-être c'est intéressant. Bien sûr, tout à fait. Sybille, vas-y. Oui, rapidement, du coup, pour compléter Alessia et pour répondre à Lorenzo, en réalité, nous, notre objectif, c'est que tout au long du parcours de l'étudiant EDEC et après, on puisse accompagner un projet entrepreneurial. Il y a du coup Robin qui du coup fait exactement la même chose que moi, mais sur les cibles étudiantes, qui est lui basé sur le campus Jean Arnaud. Je rappelle du coup qu'aujourd'hui, l'EDEC a un campus dédié à l'entrepreneuriat, qui est un campus Jean Arnaud, qui est une donation de la famille Arnaud, sur lequel se passent tous nos événements entrepreneuriat pour les étudiants. Donc, c'est un peu des phases de pré-incubation, c'est-à-dire que si en première année, tu as un projet, tu peux aller voir Robin qui va t'accompagner à travers différents programmes en fonction de ton étape d'avancement qui se situe en 2 programmes qui sont Explore. Explore, c'est vraiment ouvert à tous. C'est pour quelqu'un dont l'entrepreneuriat l'intéresse, mais il ne sait pas encore réellement ce qu'il veut en faire et quelle va être la suite. Donc, il peut aller dans les programmes Explore où on propose beaucoup de conférences, de tables rondes pour se poser les bonnes questions. Ensuite, il y a Experiment. Donc là, c'est des gens qui se lancent déjà sur un projet et qui veulent aller jusqu'au MVP, donc jusqu'au prototype. Et donc là, c'est Robin et des experts qui vont vous coacher pour réussir à atteindre ce stade. Et tout ça s'inclut bien dans les programmes étudiants parce que, par exemple, pour quelqu'un qui est entrepreneur, il peut réaliser une partie de son stage de césure au sein même de sa boîte, s'il est bien sûr reçu pour ça. Donc, ça veut dire que la startup doit prouver quand même quelques avancements, mais ça s'intègre totalement dans les programmes étudiants. Il en est de même pour le Startup Challenge, qui est en fait un électif, donc qui fait partie des ECTS des étudiants. Donc, il y a vraiment beaucoup de structures faites pour les étudiants pour que pendant ce cursus, vous puissiez justement avoir accès à tout ça. Et ensuite, en effet, moi, je m'occupe de l'étape d'après, donc de tous les alumni EDEC. Donc, vous soyez diplômé l'an dernier ou depuis 40 ans, il est possible, en tant que diplômé EDEC, d'accéder à cet incubateur et à tout ce que nous proposons à Station F. Et dans des cas très rares, des étudiants peuvent aussi être incubés pour des startups très avancées, bien que souvent les étudiants vont rester sur la pré-incubation parce qu'à Station F, il faut être à temps plein. Donc, de base, un étudiant ne peut malheureusement pas être à Station F, mais dès qu'il est diplômé, par contre, on va les suivre. Et peut-être juste pour conclure, nous, c'est vraiment notre rôle au sein de notre équipe, et notamment entre Robin et moi, de suivre ces élèves-là, et que Robin me fait des feedbacks à peu près tous les mois pour me dire, voilà, Sybille, il y a ce projet étudiant qui se développe bien, je pense qu'il candidatera à sa sortie de l'EDEC, est-ce que tu peux le suivre, faire un premier call? Et moi, je viens très souvent au campus Jean Arnaud pour aller repérer et justement rencontrer, échanger les étudiants de l'EDEC qui sont déjà dans cette phase-là. Donc voilà, peut-être c'était pour résumer comment l'EDEC aujourd'hui essaie vraiment de suivre l'entrepreneur dans toutes ces étapes, aussi bien en tant qu'étudiant qu'en tant qu'alumni. C'est très clair, merci Sybille. Vas-y Claire. Oui, en fait, vous intervenez comme des coachs. Vous coachez les jeunes entrepreneurs depuis tout petit jusqu'à ce qu'ils décollent, c'est ça? C'est génial. C'est exactement ça. Alors, nous, on se fait beaucoup entourer. Hein. Moi, personnellement, je rencontre du coup les startups tous les mois pour être au courant de leurs besoins, de leurs problématiques. Et je suis entourée d'un réseau de plus de 200 experts. Et c'est là où le réseau EDEC est formidable parce que une grosse partie de ce réseau-là vient des EDEC. Donc, c'est des personnes qui aujourd'hui sont soit dans l'écosystème tech, soit dans l'écosystème financier et qui sont ravis de redonner un peu de leur temps sur des jeunes étudiants ou des alumni pour leur donner des conseils en startup. On a aussi des très belles startups qui ont été montées du coup par des EDEC. Je pense à Jumia, Mano, Yuka, 900 Care. Et donc, ces entrepreneurs-là, nous, on va les chercher pour leur demander s'ils accepteraient de témoigner et de donner des conseils à nos étudiants. Donc, concrètement, moi, je suis chaque startup incubée pendant 1 an, tous les mois. Je suis vraiment à leur écoute pour prendre leurs problématiques, leurs conseils. Et ensuite, je vais aller chercher les bons experts qui sont justement pertinents
pour répondre à leurs problématiques, sachant que chaque startup incubée a également un mentor qui est là, une personne qui va le suivre sur 6 mois, sur une vision un peu plus globale et stratégique. Et peut-être rapidement pour faire le lien, tous ces experts, en fait, ont bien une thématique précise, que ce soit sur la partie recrutement, la partie vente, la partie marketing. Et donc, un de nos 7 piliers aujourd'hui, c'est l'impact, justement. On est en train de créer toute cette brique avec Justine, du coup, directrice de toute cette structure EDEC Entrepreneurs, pour insuffler toute cette partie impact dont on parle aujourd'hui auprès de nos entrepreneurs. Et cela se fait de plusieurs manières. Tout d'abord, chaque startup, lors de la prochaine promotion, sera équipée de l'outil ZEI, Z-E-I. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un outil qui permet à des entrepreneurs justement de mesurer justement leur empreinte carbone et de cocher des petites actions qu'elles peuvent faire au jour le jour pour s'améliorer. On parle bien ici non seulement des startups à impact, mais aussi des startups qui souhaitent insuffler de l'impact au sein de leur boîte. Ça peut passer par des serveurs qui polluent moins, ça peut être d'envoyer moins de pièces jointes par mail, d'inciter ses collaborateurs à venir en vélo. Voilà, il y a plein de manières de le faire et surtout de faire comprendre à nos startups l'impact aussi de la pollution numérique qui est parfois sous-estimée. On ne se rend pas compte en fait que tous les outils qu'on utilise peuvent aussi extrêmement polluer. Donc voilà, ça fait partie de cette brique impact. Nous, du coup, toute la team EDEC Entrepreneurs, on va passer la formation B Corp avec voilà, cette volonté derrière d'accompagner au mieux nos entrepreneurs là-dessus. Comme nous, on les voit tous les mois, il faut nous-mêmes qu'on soit légitimes et formés à ces sujets-là. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on met en place. Et enfin, on est aussi aidé de la recherche EDEC sur certains sujets. Notamment, on a lancé une étude ESG récemment sur 200 entrepreneurs pour finalement vraiment comprendre qu'est-ce qui vous importe dans l'impact. Est-ce que vous le faites par obligation ou par volonté? Qui sont vos parties prenantes de l'écosystème qui vous incitent à aller vers l'impact? Et donc voilà, les résultats de cette enquête devraient sortir en septembre. Mais voilà, c'est par ces actions-là qu'on développe toute cette brique impact et qu'on a vraiment envie en tant qu'incubateur de l'EDEC d'être parmi les premiers finalement en tant qu'incubateur à former les entrepreneurs très jeunes sur ces sujets-là pour qu'ils en soient conscients. Merci Sybille. Allez, on arrive à peu près un quart d'heure du terme du webinaire. N'hésitez pas à poser bien toutes vos questions, les internautes. Moi, Alessia, j'avais une question. En fait, c'était plus, on comprend bien que du coup, l'environnement, le développement durable, aujourd'hui, irrigue tous les programmes, finalement, toute l'école. En quoi, finalement, selon toi, l'EDEC est un choix pertinent pour les jeunes qui veulent vraiment avoir un impact dans le futur sur ces enjeux du développement durable? Au-delà de l'incubateur dont on a parlé, mais je dirais même dans le programme académique. Bien sûr. Je pense que déjà, il faut bien, je pense que quand on regarde, et là je parle vraiment en tant que, quand on est responsable d'une formation, un jeune doit vraiment essayer, comme il peut, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les différentes écoles, au-delà de ce qu'on peut communiquer. Donc, essayer de creuser, par exemple, dans leur site web, dans la communication. Nous, déjà, un des points où on s'est beaucoup développé les derniers 12-18 mois, c'est justement le grand développement des actions de nos incubateurs. Donc, on avait des incubateurs, mais depuis 12-18 mois, on a vraiment accélérer ce qu'on a investi, les ressources, l'organisation de cet incubateur. Et ça inclut bien sûr la problématique de environnement, développement durable. Donc, je crois qu'on est très concret dans nos actions. On n'a pas le temps vraiment de faire de la communication générale sur ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est vraiment des actions spécifiques. Voilà, donc je disais l'incubateur, mais voilà, par exemple, les projets dont je parlais tout à l'heure, les Sustainable Impact Projects, où on essaie de créer, on a créé vraiment quelque chose de concret que les étudiants vont retrouver dès la première année. Après, tu l'as dit Hervé, donc on irrigue tous les programmes que nous avons, que ce soit à niveau post-bac, que ce soit les programmes master, que ce soit l'executive education, naturellement dans les problématiques de nos cours. Après, par exemple, on a aussi créé des certifications. Donc, dans mon programme, on a en première et deuxième année, au-delà des autres cours, on a la possibilité en tant qu'étudiant de choisir des électifs
qui sont, on l'a appelé la certification Green Belt. Donc, nous avons des électifs pour les étudiants qui le choisissent sitôt, qui sont tournés, qui sont des électifs pas nécessairement créés par nous, mais que nous sommes allés chercher sur le marché, donc d'autres institutions aussi, et donc qui parlent de ces thématiques et qui forment les étudiants, qui préparent les étudiants dans ces thématiques. Donc, je pense qu'on est vraiment dans l'action. On dit qu'on veut faire quelque chose et on va vraiment le mettre en place. Et c'est ça où je pense qu'on peut être, on se différencie en fait. Très bien, merci. Claire, moi j'ai une question, parce qu'on aborde les dernières minutes. Alors, Malik, j'avais une question, mais Malik l'a posée en ces termes, donc je vais la reprendre. Alors, je pense qu'il faudrait plus que 10 minutes pour répondre à cette question, et peut-être des heures, mais en tous les cas, ça m'intéresse, Claire, d'avoir ton ressenti. Malik, je pense un jeune étudiant ou un jeune professionnel, dit, pensez-vous que dans un futur proche, il sera possible de produire à très grande échelle tout en respectant l'environnement? Alors, je m'adresse à la fois finalement, la productrice et la personne qui distribue auprès de ses familles sur du circuit court. Donc, est-ce que c'est une chimère ou est-ce qu'on va y arriver? Mais non, mais bien sûr. Mais pas n'importe comment. Ce qui est compliqué, c'est que les fermiers en France, les fermiers dans le monde entier, depuis 2 générations, ont pour conseil les commerciaux de Monsanto, Bayer, etc. Des gens qui vendent des pesticides et des engrais. C'est plus leur grand-père qui leur explique comment faire pour faire pousser des tomates sans avoir à côté des bébêtes qui viennent manger leurs tomates. Donc, il y a toute une connaissance qui a disparu. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de permaculture. Je suis une fanat de la permaculture. L'idée, c'est de reproduire la nature comme elle était avant l'intervention de l'homme. Donc, avant l'intervention de l'homme, il n'y avait pas un champ de 10 hectares de blé. C'est pas possible, ça n'existe pas, ça, dans la nature. Il y avait du blé, au-dessus, il y avait des buissons, d'ailleurs, il y avait plusieurs sortes de blé, il n'y avait probablement pas qu'une seule crop, mais c'était du multi-crop. Le fait que ce soit avec plusieurs sortes de blé, ça rend le champ plus fort. Il y a moins besoin de mettre des pesticides, etc., etc. Et donc, les rendements de permaculture sont bien supérieurs aux rendements de l'agriculture conventionnelle. Par contre, c'est chronophage. Ça prend plus de temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller avec une grosse moissonneuse-batteuse. Ça ne marche pas, ça. Mais ça fait des emplois. Et ça fait des emplois qui sont magnifiques. C'est d'aller nourrir sa famille, d'aller nourrir les gens, c'est super. Donc moi, je pousse ça. Et je pense que c'est Ouais, on a récompensé l'année d'avant ou il y a 2 ans, je ne voudrais pas dire une bêtise, Antoine Bernardo qui est en Jordanie, qui fait de la permaculture en Jordanie dans le désert. Donc là, pour le coup, il part, il y a du sable et il fait pousser des salades. Enfin, c'est juste extraordinaire, hein. Les internautes tapez Antoine Bernardo, le petit journal, ou tout simplement en Jordanie, vous le trouverez très facilement. Je vous encourage parce que comme ce que fait Claire, c'est vraiment un très beau lauréat et très magnifique expérience. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. C'est est-ce que Claire, on parviendra à nourrir 8 milliards d'habitants ou 10 milliards de cette façon-là? Alors, celui qui peut répondre est bien malin. J'espère. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que si on continue comme on continue à consommer, on n'y arrivera pas. Mais quelle que soit la technique, on va manger des trucs de plus en plus, on ne sait pas d'où ça arrive. À Singapour, ça y est, je pense qu'en France, ils font pareil, mais ils font de la viande à partir de cellules souches de viande. Mais sauf que quand on va au restaurant manger de la viande, on ne vous dit pas que c'est de la viande, je sais pas, de labo. On ne vous dit pas qu'elle n'a pas poussé sur un veau, mais qu'elle a poussé dans un labo. Ici, ils font beaucoup d'agriculture verticale, donc c'est tout ce qui est hydroponie. Ouais. Parce que les rendements sont importants, mais qu'est-ce que vous mettez dedans pour qu'il y ait des bons rendements? C'est toujours un peu compliqué. Donc, pour faire du bio, il faut que la terre soit bio, il faut que les graines soient bio, et il faut ensuite que les engrais et les pesticides soient bio. Il y a plein d'engrais et de pesticides qui existent dans la nature. Il y a des petits champignons qui se mettent sur les ailes des bébêtes qui mangent certaines choses, et du coup, voilà. Donc il y a plein de solutions qui existent. J'aimerais bien, je pense que ce qui est très important, c'est, il y a quelque chose qu'on se dit tout le temps chez Chuck Farm, c'est le reduce, reuse, recycle. Je ne sais pas si ça arrive jusqu'en France, ça, mais il faut moins consommer.
nous tous, il faut qu'on consomme moins. Et après, si on est obligé de consommer, il faut qu'on réutilise. Si on ne peut pas réutiliser, il ne faut pas le consommer. Il faut trouver une autre façon de faire. Et après, de le recycler, donner une troisième vie, une deuxième vie. Et les livres, moi, les livres d'enfants ou les habits d'enfants, ici, on a des... Je fais des sacs dès que j'ai fini, parce qu'en plus, j'en ai moi des habits avec les jumeaux. Là. Je fais des sacs d'habits que je distribue. Donc, ça tourne. On ne jette pas les habits. Oui. On les donne aux copines qui nous donnent des habits des grands et ça tourne. Donc, si tout le monde se mettait à faire du reuse, recycle et arrêter tout ce qui est fast fashion et faire attention à la façon dont on consomme et la façon dont on voyage. Un truc dont je n'ai pas parlé, on plante des arbres. Donc, on a un programme qui s'appelle Plant a Tree. Donc, je vais dans les écoles et comme objectif, c'est de faire planter des arbres à 500 enfants par an. Mais pas n'importe quel arbre, des arbres qui sont que des fruitiers et comestibles. Parce qu'on fait venir des papayes d'Australie et des mangues de Thaïlande, alors que ça pousse ici. Les avocats, ça pousse ici. Donc, il faut arrêter de faire des arbres ornementaux et faire des arbres fruitiers. Et si on suit des principes de permaculture, il n'y a pas besoin vraiment de les traiter. Parce qu'il faut mettre les bonnes espèces ensemble et elles se soutiennent, en fait. En faisant ça, l'idée, c'est de dire à Singapour, vous n'êtes pas obligé d'importer tout ça par avion, ça pourrait pousser à Singapour. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on plante. Alors, on essaye toujours de réduire notre empreinte carbone, mais en 2020, on a sorti 131 tonnes de CO2. Donc, c'est trop, on essaye de réduire. Mais pour ce qu'on n'arrive pas à réduire, on plante de la mangrove en Indonésie. Alors, j'ai parlé à différents programmes, ils voulaient m'envoyer planter des choses en Amazonie, pardon. Ce qui est très bien, mais c'est loin d'ici, surtout qu'on pollue ici. Nous, hein. Quand on fait prendre l'avion, ça passe au-dessus de l'Indonésie. Et la mangrove, ça a quelque chose de particulier, c'est que c'est un des arbres qui absorbe le plus de CO2. Et surtout, on plante un petit arbre, ça part sous terre, ça repart de l'autre côté. C'est un peu comme la menthe ou les bambous, si vous connaissez. Donc, on plante un plant de mangrove. En fait, on plante, je ne sais pas combien d'arbres de mangrove, mais on espère que ça va réduire l'empreinte carbone, mais on sait que ça en réduit une partie, mais que ça absorbe le carbone. Mais le mieux, c'est de pas le faire, en fait. C'est vraiment de réduire. Il faut faire plus. Mais en tous les cas, c'est déjà beaucoup parce que je vois que ton champ de vision, il ne se limite pas à ta société et à l'agriculture, c'est beaucoup plus large. Par rapport à la création d'entreprise et à ton expérience sur ces 6 ans avec Choc Farm, quels conseils tu pourrais donner à un jeune, par exemple? Là, on a pas mal de jeunes étudiants ou jeunes professionnels qui sont intéressés par ce sujet de créer une entreprise respectueuse de l'environnement. Quels conseils tu pourrais donner pour quelle ligne de conduite ou quelles sont les difficultés auxquelles il faut faire attention? Enfin, si tu avais un conseil à donner, lequel serait-il? Pour ceux qui peuvent, il faut qu'ils fassent l'EDEC, parce que là, je vous écoute depuis tout à l'heure, Alessia et Sybille, c'est impressionnant, quoi. Il y a la checklist de tout ce qu'il faut savoir faire. Je pense que la chose la plus importante, c'est de mettre le développement durable dans la mission de l'entreprise. On parlait d'impact tout à l'heure, Sybille, c'est hyper important que dans la mission de l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire pour l'environnement. Nous, la mission de Choc Farm, c'est de garantir la traçabilité et la qualité des produits bio qui doivent être abordables. Et tout ça, on le fait pour nos membres en ayant une offre la plus large possible et en polluant le moins possible. L'autre chose qui est intéressante, ça c'est Alicia qui en parlait, c'est les UN Sustainable Development Goals. Il y en a 17. Nous, il y en a 3 qu'on a choisis. Donc, il y a le Climate Action, il y a consommer et produire de manière responsable. Et le dernier, c'est Good Health and Well-being. Donc, tout ce qu'on fait doit rentrer dans une de ces 3 catégories ou les 3. Et ça donne un drive à l'entreprise. On va dans une direction quand on fait ça. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce que ça répond à un de ces 3? Si ça ne répond pas, on n'y va pas. En général, on le sent que ça ne va pas. Donc, du coup, on n'y va pas. Après, le troisième point qui est très, très important, donc je reprends, hein, le premier, c'est la mission de l'entreprise. Le deuxième, c'est les goals des Nations Unies qui sont vraiment intéressants, ça s'appelle les SDGs. C'est vraiment intéressant, ça vaut le coup de le lire, ça prend un peu de temps. Il y a une version courte. Et ensuite, c'est de calculer l'empreinte carbone. Donc, Sybille, tu parlais de l'outil ZEI. Nous, on n'a pas utilisé ça, on a utilisé GHG. C'est une méthode qui existe, il y en a plusieurs qui existent. Il fallait en choisir une, on a choisi celle-là. Une fois qu'on sait où est-ce que va notre empreinte carbone, on peut faire quelque chose. Moi, je ne savais pas que 90,5% de mes émissions de carbone, c'est le transport, c'est l'avion d'Australie. En gros. Oui. L'avion d'Australie, c'est une fois toutes les 2 semaines. Et en fait,
avec le Covid, je vous disais qu'on a réussi à faire du camion depuis la Thaïlande. Et du coup, j'ai fait le calcul. Et je me suis dit, mais si je fais venir, c'est ça, alors, il faut se concentrer 2 secondes, je vais vous dire un truc, mais c'est hyper important. Si je fais venir 10 kilos de fruits et légumes par semaine, par avion, de Sydney vers Singapour. C'est, je sais pas, c'est quoi, c'est d'avoir 12-13 heures de vol. Une fois par semaine. Pendant 1 an. Il faut que je plante pour absorber l'empreinte carbone de mes 10 kilos hebdo de fruits et légumes. Hein, c'est une famille normale, 10 kilos. Hein. Il faut que je plante 3 arbres qui vont pousser pendant 40 ans pour absorber l'empreinte carbone de ces 10 kilos de fruits et légumes. On parle de haricots et de pommes de terre. C'est dingue. Par contre, si je les fais venir par camion 1 fois par semaine de Bangkok, donc ça c'est camion versus avion. Bon, alors Bangkok c'est moins loin, hein, mais en camion c'est quand même, il faut y aller, ça prend 1 jour et demi. Si ça vient par camion, il faut que je plante 3 arbres tous les 10 ans qui vont pousser pendant 40 ans. Donc d'un côté c'est 3 arbres par an, ça c'est l'avion d'Australie, et le camion c'est 3 arbres tous les 10 ans. C'est incroyable. Ouais, et les gens ne se rendent pas compte. Nos choix de consommation, l'impact que ça a sur la planète, les gens ne se rendent pas compte. Et donc ça, quand on commence à regarder justement et qu'on sait, bah voilà, moi 90,5% c'est le transport, 9,62% c'est mes livraisons à domicile. Donc ça fait 99, 80, allez, presque 100% de mon empreinte carbone, c'est le transport. Bon, bah, évidemment, il faut faire du circuit court, quoi. Évidemment, il faut arrêter le circuit long, c'est pas possible. C'est QFD, la démonstration est faite. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est effectivement se fixer des valeurs et des objectifs clairs, pas seulement financiers. Enfin, je veux dire des objectifs en termes d'environnement. Le financier, il vient avec, hein. Le financier, oui, il suit. Bien si sûr. vous êtes très clair et que la cause est juste, ça suit. Oui. Les gens suivent. Oui, l'idée, c'est pas non plus de perdre de l'argent, hein, mais c'est arriver à faire une entreprise rentable. Mais quand on a les idées au clair sur vers où on va, c'est ce que je comprends avec Shock Farm. Évidemment, les résultats suivent. Sybille, c'est peut-être un peu ce que tu retrouves aussi avec tes entrepreneurs dans la pépinière, dans l'incubateur. Oui, j'allais rebondir. En effet, il y a évidemment l'aspect financier qui va être important, mais aujourd'hui, tout l'écosystème va aussi beaucoup s'attarder sur tout ce qui est extra-financier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de vertueux quand même qui se passe dans l'écosystème startup et dans l'écosystème aussi tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un VC, donc un investisseur de startup, aura du mal à investir dans une startup qui ne respecte pas ces conditions-là ou qui n'a pas, en tout cas, la vocation d'avoir un impact positif sur le monde. Et donc ça, c'est très intéressant parce que les startups, d'une certaine manière, le sont de toute façon obligatoirement obligés. Et c'est ça qui va du coup les inciter à le faire très tôt. Il en est de même pour les corporates. Finalement, aujourd'hui, les grands groupes, évidemment, font de plus en plus attention. Et s'ils font appel à une startup, si une startup veut démarcher un grand groupe, ils vont devoir répondre à tout un nombre de critères qu'imposent aujourd'hui les corpos. Et donc, c'est très intéressant de voir finalement que tout ça est quelque chose d'assez vertueux qui fait que tout le monde a des attentes envers les autres et que une startup aujourd'hui qui se lance avec un goal, un objectif uniquement financier et qui est là uniquement pour faire de l'argent sans réfléchir du tout à comment il va produire, comment il va utiliser ses serveurs, comment il va recruter, c'est impossible en fait. Il n'y arrivera pas. Et donc, nous, c'est à nous aussi de leur dire, bien que la plupart soient conscients, et les jeunes générations d'ailleurs en sont extrêmement conscients, encore plus aujourd'hui, et on le voit dans nos étudiants et entrepreneurs et les projets qui se montent. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça en effet, et l'écosystème qui change positivement. Donc, il y a quand même de l'espoir dans tous ces sujets-là. Et autre petit point aussi, on parle d'ESG, donc il y a tout ce qui est sur l'environnement, mais il y a aussi l'aspect évidemment social et gouvernance. Et donc, on dit à nos entrepreneurs, c'est aussi dans la manière dont vous allez manager vos équipes, la manière dont vous allez recruter, essayer d'avoir plus de femmes, d'avoir un bon quota homme-femme, la vérification de vos comptes. Il y a toute une partie aussi sur le respect des employés, les horaires de travail que vous imposez. Donc, voilà, il y a tout un pan autre que l'environnement pur, que l'impact pur sur l'environnement qui est important et sur lesquels on va expliquer à nos entrepreneurs, parce qu'un très jeune entrepreneur n'aura jamais managé. Il va être très jeune et se retrouver parfois à manager des stagiaires ou même des premiers CDI. C'est très important aussi que là-dessus, ça se passe bien, et c'est là où on va également essayer de les aider du mieux qu'on peut, en tout cas. Merci, Sybille. Oui, vas-y, Claire. Je suis désolée, c'est vachement intéressant. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Je remercie Sybille pour cette bouffée d'air frais, là.
La certification B Corp, c'est exactement ça. On a posé notre dossier la semaine dernière, donc j'espère qu'on l'aura dans quelques mois. C'est exactement ça, c'est la transparence, on parlait tout à l'heure, c'est pousser toute l'entreprise à plus de transparence pour l'humain, pour l'environnement, le côté social. C'est un standard, alors il peut être critiquable, mais c'est un premier niveau et c'est super de faire ça avec les entreprises IA. Et je trouve que c'est super que vous fassiez ça avec des jeunes entrepreneurs, qu'ils apprennent tôt. Il faut apprendre tôt qu'il faut le... Moi j'ai appris, je ne vais pas vous dire mon âge, j'ai attendu quelques années avant de comprendre tout ça. Mais en effet, c'était possible. Mais c'était tout le sujet. On a lancé du coup notre Center for Responsible Entrepreneurship et vraiment l'intitulé c'était le pouvoir des débuts et c'est vraiment ça notre mission de se dire on a la chance d'être là au tout début. Ça sera bien plus compliqué 3 ans après de leur dire maintenant changez tous vos serveurs, changez tous vos outils, sépare-toi de ton CTO, de ton CFO et de ton CMO parce que c'est que 3 hommes et qu'il te faut des femmes. Ça va être beaucoup plus compliqué plus tard. Donc, nous, on a cette chance d'avoir cette possibilité de les aider dès le début. Et donc, c'est vraiment ce dicton, le pouvoir des débuts, qu'on essaye de se mettre. Et on sait l'impact qu'on peut avoir sur des très jeunes entrepreneurs. Et l'idée d'inculquer ça avant que ce soit trop tard et ce qui leur coûtera d'ailleurs beaucoup plus cher s'ils le font sous la sanction d'investi qui dit j'investis que si vous faites ça. Ils vont dépenser des milliers juste pour se mettre en accord avec ce que le VC ou le corpo va demander. Nous, on est là, faites-le dès le début et tout sera plus facile pour vous et pour l'environnement et pour tout le monde finalement. Super, merci beaucoup. On arrive un peu au terme du webinaire, là, ça fait 1h05. On va libérer un petit peu nos internautes, même si c'est vraiment totalement passionnant. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Alessia. Alessia, donc l'EDEC Business School, qui est notre partenaire sur le prix de l'entrepreneur que reçoit donc Claire Chabriard avec Choc Farm cette année. Je vais peut-être te laisser un petit peu le mot de la fin par rapport à ce webinaire qui appelle justement beaucoup d'espoir et une vraie bouffée d'air frais, comme je le disais, et à se dire, voilà, on a une entrepreneur comme Claire qui va de l'avant et qui montre que c'est possible, et une école comme la vôtre qui met en place des choses pour le business et le monde de demain. Oui, merci Hervé. Donc, en effet, pour clore, tout d'abord, encore félicitations à Claire et le webinaire d'aujourd'hui a encore reconfirmé que le choix du jury de sélection, qui a fait donc le choix de Choc Farm, a été tout à fait dans les clous avec ce que nous souhaitons faire maintenant et pour l'avenir. Donc, vraiment, on est complètement alignés. Et donc, encore félicitations à Claire parce que c'est vraiment tout à fait pertinent et essentiel. Après, un peu pour conclure aussi, donc heureusement que Sybille vient de le mentionner. Donc, on a parlé d'incubateur, d'entrepreneuriat, mais c'est vrai que surtout le travail qu'on a fait à l'EDEC la dernière année, c'est là. Toutes ces initiatives, c'est en fait dans le cadre du Center for Responsible Entrepreneurship. Donc, le responsible est essentiel. C'est tout à fait au centre de ce qu'on fait avec nos entrepreneurs. Et donc, c'est tout à fait, l'EDEC est tout à fait dans cet esprit désormais. Et aussi, les écoles, nous avons une responsabilité maintenant parce que justement, Claire fait partie de tout un nombre d'entrepreneurs dans le monde qui n'ont pas eu ces formations à ce moment-là parce que ce n'était pas d'actualité. Aujourd'hui, c'est essentiel. On ne peut pas enseigner, former, avoir des étudiants sans aborder et les préparer, comme disait tout à l'heure Sybille, pour que le jour où, que ce soit maintenant, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, toutes ces problématiques, on les a abordées avec eux. Donc, on est vraiment dans la préparation des futurs entrepreneurs pour que toutes ces thématiques, et au fur et à mesure qu'elles évoluent, parce que les thématiques, les problématiques d'aujourd'hui ne sont pas celles de dans 1 année, 3 ans, etc. Donc, nous, on doit évoluer dans notre préparation, l'accompagnement, en même temps que le monde change, que les entrepreneurs créent leurs entreprises, etc., etc. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Alessia. Merci et encore bravo, Claire, lauréate du prix entrepreneur des trophées des Français de l'étranger, remis par le petitjournal.com en 2022 pour la 10e édition, fondatrice de Shock Farm, le prix remis évidemment par l'EDEC Business School. Merci, Alessia, directrice de l'EDEC International BBA. Merci, Sybille Behagel, du Startup Program Manager à l'EDEC Entrepreneur. Merci à toutes les trois. C'était effectivement vraiment passionnant. Les internautes, vous étiez nombreux à le mentionner. Dom, tu étais en retard, mais c'est pas grave parce que tu vas recevoir dans quelques secondes un mail qui te donnera la possibilité de le voir en replay, de le partager avec tes amis, connaissances qui pourraient être intéressés par le sujet. Il y aura également un article dans le petitjournal.com la semaine prochaine avec la vidéo sur YouTube, donc vous ne pourrez pas le rater. Je vous remercie. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire sur le petitjournal.com. Merci à tous, merci à toutes. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup.